Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer à cette conférence débat en ligne autour du documentaire Se taire ou mourir. Alors, j'espère que vous avez toutes et tous pu visionner ce documentaire en amont de la conférence. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que nous allons diffuser un extrait pendant cette conférence tout à l'heure et que vous pourrez ensuite le visionner pendant encore quelques jours sur la plateforme Vimeo, grâce à un code secret qui vous sera envoyé après la conférence. Voilà, je me présente, je suis Tim Hughes, je suis le président d'Agir Ensemble pour les droits humains, une ONG lyonnaise qui défend depuis 30 ans les droits et libertés fondamentaux à travers le monde. Notre rôle est d'agir pour soutenir les organisations de défense des droits humains, de partager les défenseurs des droits humains en danger et de dénoncer les violations des droits humains. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'Observatoire congolais des droits de l'homme pour leur confiance. L'Observatoire congolais des droits de l'homme est une ONG de promotion, défense et protection des droits humains en République du Congo. L'OCDH travaille sur plusieurs thématiques pour améliorer la situation en matière de droits humains, de paix, d'état de droit et de démocratie, et en particulier par la lutte contre la torture et l'impunité des acteurs de violation des droits humains, pour la bonne gouvernance dans le secteur forestier et des industries extractives, la protection des femmes, des populations autochtones et des communautés locales, l'accès à la justice, la gouvernance démocratique ou la situation des réfugiés, demandeurs d'asile et migrants. L'OCDH a un rôle essentiel d'enquête et d'assistance aux victimes dans leur démarche pour obtenir justice, et il mène des campagnes de plaidoyer actifs auprès des institutions étatiques et organisations régionales et internationales. C'est dans le cadre de notre collaboration avec l'OCDH que l'organisation nous a proposé de diffuser largement le documentaire dont nous parlons ce soir, Se taire ou mourir, et de mener ensemble une campagne de sensibilisation et de plaidoyer. Ce film, donc réalisé par Unel Arnett, retrace les violations des droits humains commises pendant le processus électoral de 2015-2016 en République du Congo. Nous avons tous et toutes été marqués par la violence des images et des témoignages recueillis dans ce film. Nous espérons que cette action conjointe nous permettra d'atteindre 4 objectifs. 1. Témoigner des exactions commises lors de la précédente période électorale 2015-2016. 2. Sensibiliser le grand public ainsi que les décideurs au Congo, en France et en Europe à la situation des droits humains dans le pays. 3. Garantir la mobilisation citoyenne à l'approche de l'élection présidentielle de 2021. Et enfin, 4. Améliorer le respect des droits d'association, d'information et de mobilisation de la société civile. Voilà. Tout à l'heure, nous pourrions donc regarder un extrait du documentaire, mais pour l'instant, je passe la parole à Charlène Angota et à vos panélistes, Unel Arnett, le réalisateur, et Trésor Nzeda de l'OCDH. Merci encore pour votre participation et bonne conférence à vous. Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'espère qu'on m'entend bien. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Charlène Ongota, donc je serai la modératrice ce soir de cette webconférence. Je suis docteur en droit international public et par ailleurs élève avocate à Lyon, donc je prépare le barreau de Lyon. Et je m'intéresse grandement aux questions de droits de l'homme, aux questions justement de processus électoraux. Et donc, c'est avec plaisir que j'ai accepté d'animer cette webconférence aujourd'hui. On a la chance effectivement d'avoir avec nous aujourd'hui deux personnes, deux personnalités, j'ai même envie de dire importantes dans le cadre justement de
du sujet qu'on va aborder ce soir, donc les processus électoraux, la situation au Congo. Donc, on a Onel Arnett qui est producteur, donc qui va se présenter bien entendu, mais qui a fait le film Se taire ou mourir, qui s'inscrit justement dans le cadre des manifestations, Tim l'a rappelé tout à l'heure, les manifestations qui ont eu lieu au Congo-Brazza le 17 octobre 2015, donc à Pointe-Noire, manifestations à la suite desquelles justement il va y avoir une répression sanglante. Et cette répression sanglante va causer plusieurs morts, plusieurs disparus, plusieurs blessés. Et il va s'en suivre également une certaine impunité, puisqu'il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de réparation par rapport à ces actes qui ont été causés. Et ce film également met en avant un certain nombre de choses qu'on a la chance de pouvoir discuter aujourd'hui avec le producteur donc, de ce film documentaire. Et je voulais aussi remercier, bien entendu, AEDH d'avoir organisé cette webconférence. Crise sanitaire oblige, on est obligé de s'adapter à la situation, donc de se retrouver dans un format plutôt de webconférence, ce qui n'est pas plus mal puisqu'on a toujours la possibilité d'échanger. Je veux remercier également toutes les personnes qui sont présentes, qui ont pris de leur temps pour pouvoir justement venir participer à cette webconférence qui tourne quand même autour de questions qui nous concernent tous, puisque ce n'est pas simplement le Congo-Brazzaville qui est concerné, c'est bien toute l'Afrique et tous les pays justement qui ne connaissent pas de processus électoraux démocratiques. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec Onel, qui est donc le producteur de ce film documentaire. Et donc, Onel, est-ce que tu pourrais en 2-3 mots te présenter rapidement à toutes les personnes effectivement qui nous suivent, juste dire qui tu es et ensuite on débouchera sur ton film. Ok, bonjour tout le monde, je m'appelle Onel Arnett, je suis réalisateur, producteur de films documentaires et fondateur de la société de production Cinéma pour la paix et la démocratie qui est basée au Sénégal. D'accord. Alors, par rapport à ton film, donc Se taire ou mourir, dont le titre est quand même quelque peu évocateur, Se taire ou mourir dans les circonstances qu'on connaît. Ceux qui ont pu voir le film documentaire ou qui auront l'occasion de le voir après cette conférence pourront en témoigner. Est-ce que tu peux nous dire concrètement quel a été le déclic finalement de ce film? Et ce film documentaire, comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce que t'es venue l'idée justement de concrétiser ce film documentaire, de nous le présenter de cette façon? J'ai pas bien compris la question. Pouvez-vous continuer? La question, c'est quel a été le déclic de ce film? Bon, mais je pense que c'est d'abord un cri personnel. C'est d'abord un cri personnel. J'ai fait le film pour dire non à ce qui se passe dans mon pays. J'ai fait le film pour dénoncer parce que j'ai toujours vécu dans un environnement où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Et donc, une fois que je suis parti, je me suis senti un peu plus libre et j'avais envie de dire des choses. Donc, pour moi, le genre documentaire était la meilleure approche pour le faire. Et donc, pour répondre de façon plus claire, le déclic, c'était un appel que j'ai reçu en septembre 2015, un appel du journaliste Eddie Smith qui me, qui m'annonçait qu'il avait été victime d'un braquage à son domicile. Et à cette période-là, moi, j'avais très vite compris que les événements survenus au domicile de Eddie Smith, du journaliste Eddie Smith étaient en rapport avec le débat sur le changement de la Constitution. Donc, le déclic, c'est un peu ça, oui. D'accord. Donc, le déclic qui vient d'un retour ou d'un témoignage de la part d'un journaliste qui a vraiment été, on le voit dans le film, qui a été persécuté à titre personnel par rapport justement aux actions qu'il menait sur le territoire congolais en tant que journaliste pour défendre la liberté d'expression, la liberté d'informer. Et comment s'est passé finalement, comment va se passer la production du film? Parce que je suppose et je me doute bien que ce genre de film documentaire qui est quand même là pour dénoncer, pour mettre en avant certains faits, comment est-ce que ça s'est déroulé? Je suppose que ça n'a pas été facile.
est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la production? Où est-ce que ça a été tourné? Ou est-ce que ça a été facile de monopoliser ou de demander même aux personnes de témoigner? Parce que on a quand même pas mal de visages à découvert qui témoignent. Donc voilà, juste un peu l'atmosphère du film, comment ça s'est passé? Bon, après 2000, plutôt, ouais, après le scrutin référendaire, Brazzaville est presque, moi j'appelle ça une prison ouverte. Il y a, il y a une forte répression de la police, donc euh, les journalistes ne peuvent pas très bien faire leur travail. Moi, je suis au Sénégal, dépêcher une équipe de production pour filmer des gens qui sont sous surveillance. Je prends l'exemple du président Clément Mirassa. Mhm. Dont le domicile avait été saccagé plusieurs semaines avant par les éléments de la police. Ça n'a pas été facile d'organiser un tournage chez M. Mirassa. Il fallait plusieurs contraintes, c'est-à-dire réduire le matériel qu'on devait utiliser. Et déjà qu'il avait été très difficile pour des journalistes étrangers de faire ce Oui. travail-là, Mhm. le faire avec des gens qui sont sur place est encore très pénible. Donc, la première contrainte, c'était la difficulté d'accéder au domicile de ces gens-là, hein. Et Mhm. puis, la seconde, c'était aussi le fait qu'au Congo, s'il y a je pense que l'une des choses qui influence les Congolais, c'est que à cause de la dictature, les gens ne font pas très souvent confiance Tout le monde fait confiance à personne, en fait. Donc, quand tu Mhm. arrives avec je veux vous filmer parce que parce que vous avez vécu ça, 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 ben, les gens sont très hésitants parce que vous pouvez aussi être de la police et tout ça. Donc, la deuxième difficulté, c'était aussi le fait de faire parler les gens. Faire Mhm. parler. C'était un vrai problème avec les Congolais, ouais. Parce que personne fait confiance à personne, en fait. Mhm. Donc, il y a ça. Ouais, c'est ça principalement, je pense. Et qu'est-ce qui va faire en sorte finalement que ces personnes-là acceptent de parler? Est-ce que c'est parce que ce sont des personnes qui sont engagées déjà sur le territoire ou sur place ou dans le combat, ou est-ce que c'est autre chose qui va déclencher ça? Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai regardé le film, c'est quand même c'est poignant. Je veux dire, les témoignages sont très poignants. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que finalement ces personnes acceptent de se prêter au jeu? Je crois que c'est pour les personnalités publiques, plutôt les personnalités politiques et puis les activistes, c'est grâce au soutien de l'OCDH Mhm. euh, qui aussi sert d'intermédiaire entre nous et puis ces gens-là. L'OCDH, c'est une organisation qui est crédible, très bien vue au niveau de Brazzaville. Mhm. Donc, à cause du coup de fil de M. Nzila, qui a essayé de rassurer tout le monde, ils sont engagés à le faire. Ok, d'accord. Alors, Allez-y. le film date de quand exactement? Ce film, il a commencé à être produit à partir de quand? Nous avons lancé les travaux de production à partir de janvier 2017. Janvier 2017. D'accord. Donc, je suppose que tu vois la question arriver. Qu'est-ce qui fait finalement que le film euh, euh, soit lancé cette année? Pourquoi cette année? Pourquoi est-ce que tu décides ou vous décidez de façon générale de présenter le film cette année? Après la, après la phase de tournage, nous, à CPG, nous avons compris très vite que c'était un film qu'on ne pouvait pas diffuser nous-mêmes ou envoyer en spectacle, plutôt en festival, à Mhm. cause du fait qu'il y a beaucoup d'images, de grandes violences et tout ça, et aussi surtout à cause de la fonction politique, je dirais, de ce travail-là. Donc, il fallait Mhm. compter sur le soutien de l'OCDH. Et pour diffuser ce genre de projet, je pense qu'il faut mettre en place toute une logistique par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés dès le départ, hein, parce que Mhm. c'est pas un film qui a été fait pour être envoyé en festival. C'est Mhm. pas un film qui a été fait pour pas. C'est pas un film qui peut être diffusé à la télévision facilement à la télévision. Mhm. Donc, pour moi, je pense que on le diffuse maintenant parce que on est à l'approche d'une nouvelle élection. Oui.
l'un des objectifs, c'était pour mobiliser les gens à continuer à dire non et emmener surtout les auteurs de violences en période électorale à se dire, bon, mais il y a cette fois-ci, peut-être qu'il faut peut-être faire attention parce qu'il y a des témoignages qui ont été enregistrés, ce que nous avons fait Mhm, dans le passé a été documenté, a influencé la prochaine élection. Donc pour moi, mhm. c'est peut-être parce qu'il fallait travailler sur une campagne qui devait influencer la prochaine élection. Et c'est le moment idéal. Parce que si on le faisait en 2018, Oui. on n'aurait pas eu beaucoup d'impact sur la prochaine élection présidentielle. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça aura un réel impact, ce film? Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, quand j'ai regardé le film, je me suis demandé ce que ça pouvait susciter. La question qui m'est venue, c'est de savoir est-ce que ça ne va pas contribuer à embraser plutôt que de calmer? Donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir finalement euh, qu'est-ce que tu penses que ce film peut apporter en termes d'apaisement pour les élections futures, qu'est-ce qu'on peut en attendre en fait finalement, hein, puisque je sais que ça, je suppose que ça a été interdit sur le territoire. Ça, je pense que c'est clair et net au niveau de la diffusion par rapport justement au contenu de ce film-là. Mais qu'est-ce qu'on peut en attendre par rapport justement aux processus électoraux qui arrivent, aux élections qui arrivent? Qu'est-ce qu'on peut réellement en attendre? Bon, moi, en tant que artiste, quand je fais un film, je ne pense pas seulement aux élections. Mhm. Je veux dire qu'il y a aussi moi, je pense qu'il y a une importance historique à tout ça. Mhm. Euh, Venant du Congo, par exemple, je sais il y a une forme d'omerta qui entoure les violences politiques. Oui. Je veux parler de l'assassinat des différents de deux présidents, par exemple, d'un cardinal qui n'a pas bien été raconté aux Congolais. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense que au-delà du fait qu'il faut influencer ou en tout cas emmener les gens à réagir d'une certaine façon pour la prochaine élection, Mhm. il y a une dimension historique à tout ça là. Le film plutôt rend met fin à une forme. En tout cas, en faisant le film, j'ai aussi pensé mettre fin au fait qu'au Congo, très souvent, on ne documente pas les violences politiques. Mhm. Les Congolais de demain, même si les Congolais d'aujourd'hui, même si le film n'a pas assez d'influence sur ce qui va se passer aujourd'hui, parce qu'un seul film ne peut pas faire tout ça, mais les Mhm. Congolais de demain les générations futures sauront que il n'y a pas eu deux personnes assassinées pendant les manifestations d'octobre 2015. 2015? Ouais, les Congolais de demain, à travers à travers le film, les Congolais de demain sauront que euh, le référendum imposé par le parti au pouvoir, je veux dire le PCT, le parti du président Sassou, Mhm. n'a pas fait l'unanimité au sein de la population congolaise. On le voit très bien dans le film. Il y Oui. a une partie du Congolais qui s'est opposée à tout ça. Donc, c'est aussi l'autre fonction du film. Moi, j'ai aussi pensé à ça. Maintenant, pour ce qui est de la, de cette élection, bon, en montrant les images de mobilisation, en montrant une jeunesse assoiffée d'alternance positive, plutôt d'alternance démocratique, Mhm. peut-être que ça va influencer euh, ceux qui sont sur le terrain à continuer sur cette lancée-là, je veux dire, parce que il y a un truc qui est aussi important, c'est que les films donnent aussi une certaine vie, bon, je dirais pas une vie, mais rend hommage Mhm. à ces anonymes, à tous ces martyrs de la jeunesse congolaise qui ont payé de leur vie pour euh, faire échouer le projet de la nouvelle République que M. Sassou nous a imposé. Mhm. Mhm. D'accord. Et tu as eu quelques retours par rapport à ça, par rapport au film? Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des retours, peut-être de la population congolaise ou d'autres, hein, puisque, comme je le disais au départ, le film n'a pas vocation
qu'à concerner en fait que les Congolais. Ça a vraiment vocation à avoir une portée très générale et aussi à mettre le doigt sur vraiment des problématiques liées aux élections, donc aux violences post-électorales, préélectorales et même post-électorales, hein, puisqu'on a aussi des violences, on peut avoir des violences après les élections. Donc, est-ce que tu as eu des retours, peut-être de la part, je ne sais pas moi, de personnes qui auraient pu regarder le film, qui auraient pu te faire des retours par rapport à ça, ou de la part de la diaspora aussi, parce qu'on a pas mal de Congolais qui sont un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que tu as eu un retour par rapport à ton film? Bon, oui, j'ai eu beaucoup de retours depuis 2018, mais la principale question qui revient, c'est pourquoi le film n'a pas été diffusé entre 2017 et 2018, c'est ça principalement. D'accord. Ok. Et comment est-ce qu'on peut faire l'utilisation de ce film? Et ça me permettra de faire le lien avec donc la transition avec Trésor. Donc, merci beaucoup, Onel. Bonsoir, Trésor. Donc, représentant de l'Observatoire des droits de l'homme au Congo, donc Observatoire congolais des droits de l'homme. Et Trésor a contribué justement à la production du film, donc Se taire ou mourir, dont on vient de parler avec Onel. Et Trésor, je voulais qu'on aborde avec toi justement la question de la situation au Congo actuellement, puisqu'on est à quelques mois des futures élections présidentielles. Et je voulais un peu, comme qui dirait, prendre la température, savoir un peu comment ça se passe sur place. Et puis, bien entendu, si tu peux te présenter, d'abord commencer par là, te présenter, et ensuite me donner un peu la température au Congo actuellement. Est-ce qu'on est dans le même scénario ou à peu de choses près que ce qui s'est produit en 2015? Ou est-ce que tu considères qu'on en est loin et que la situation a quelque peu évolué? Si tu peux désactiver le micro ou l'activer, merci. Ok. Bonsoir à tous. Je suis Trésor Nzila, le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Je suis donc basé à Brazzaville. Tim a déjà fait la présentation de l'organisation, donc je ne reviens plus sur ça. D'accord. Quelle est la situation actuelle des droits de l'homme au Congo? Il faut dire que depuis 2014, nous avons commencé à observer une dégradation de la situation. Le péché originel, c'est le projet de changement de la Constitution. Nous savions déjà que ce projet, lorsque l'idée de ce projet a été annoncée, il y a eu déjà des fortes contestations et nous étions, en faisant la lecture de la situation, nous étions convaincus que ce projet allait conduire le pays vers l'abîme. Ça nous a permis de se mobiliser, de braquer les projecteurs, de faire de la surveillance de la situation, documenter la mesure et alerter l'opinion sur le côté dangereux de ce projet de changement de la Constitution. Alors, il y a une dégradation sans précédent et jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas évolué positivement, bien au contraire. La question des droits de l'homme reste très préoccupante actuellement. Donc, on est dans une situation préoccupante des droits de l'homme. Ça s'est dégradé depuis 2015. Il n'y a pas eu d'évolution. Et moi, je suis vraiment curieuse de savoir concrètement comment ça se passe pour l'Observatoire des Congolais des droits de l'homme. Je suppose que votre travail est difficile sur place et semé d'embûches. Ça ne doit pas être facile tous les jours.
Est-ce que vous avez du soutien? Est-ce que vous sentez un engouement de la population? Est-ce que la population vient vers vous? Est-ce que la population connaît l'observatoire, se tourne vers elle automatiquement? Moi, ce sont des questions qui m'interpellent parce que je sais que dans beaucoup de pays de la sous-région, donc en Afrique centrale, on a ces institutions-là qui sont là. Mais moi, la question que je me pose, c'est au regard justement de toutes ces restrictions qu'on a sur le territoire, sur ces territoires dont le caractère démocratique est quand même à reconsidérer, on va dire ça comme ça. Quelle est votre situation? Je veux dire, quel est votre rapport justement sur le terrain? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez un engouement de la population? Est-ce que la population vous connaît? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Nous travaillons dans un contexte extrêmement difficile. Difficile parce que les organisations indépendantes qui travaillent sur la question des droits de l'homme sont taxées d'être appendices de l'opposition, sont taxées d'être en collision avec les puissances extérieures, dont le but, entre guillemets, de déstabiliser le pays. Et donc, régulièrement, nous sommes taxés d'opposants, nous sommes taxés de traîtres. C'est à tort, puisque notre action bénéficie principalement aux Congolais. Donc, les Congolais sont les premiers bénéficiaires de notre action. Nous avons une audience qui est incontestable au sein de la population congolaise. Ils considèrent l'Observatoire congolais des droits de l'homme comme le dernier rempart. Lorsque c'est une population meurtrie, c'est une population à qui on a supprimé les droits fondamentaux. Et l'Observatoire congolais des droits de l'homme, qui, du fait de son indépendance et de la place qu'il occupe au niveau de la société congolaise, devient en fait le rempart de la population qui régulièrement se présente, le consulte, pose des problèmes. Parce que nous avons pas mal de programmes qui permettent de venir en aide aux victimes. Et voilà, nous sommes présents sur le terrain avec toutes les difficultés qu'il y a. Je rappelle qu'au Congo, il n'y a pas une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Donc, nous sommes dans une situation d'insécurité permanente. Ouais. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. On est obligé de s'entourer d'un certain nombre de garanties que notre action est bien en harmonie avec les lois du pays, avec les conventions que le pays a ratifiées. Et le fait qu'on soit présent dans plusieurs réseaux internationaux et que nous bénéficions du soutien politique de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Et l'audience que nous avons au Congo nous donne un profil un peu international et du coup, c'est pas aussi facile de tout se permettre sur nous. Mais les entraves sont là, on essaie de les contourner. Et, nous avons des rapports très tendus avec les autorités. Oui. Voilà, mais on fait avec parce que notre indépendance est la clé de notre crédibilité. Voilà la situation sur le terrain. D'accord. Et justement, vous avez accepté donc avec l'Observatoire de produire, d'accompagner le film d'Onel, donc Se taire ou mourir. Et comment est-ce que vous comptez utiliser cet outil? Parce que pour moi, c'est un outil, hein. C'est vraiment un instrument qui peut vraiment être utilisé, un film qui peut vraiment servir à éveiller les consciences ou simplement à apporter plus de lumière sur ce qui a pu se produire, qui peut servir aussi d'information, de formation. Donc, comment concrètement l'OCDH
compte faire usage de ce film ou alors est-ce que l'OCDH n'en fera pas usage? C'est une question qui est ouverte, hein, bien entendu. J'aimerais juste concrètement savoir comment est-ce qu'un film tel que celui d'Onel peut être utilisé par l'Observatoire au service, n'est-ce pas, des actions qui sont menées sur le territoire. Permettez quand même de rappeler quelque chose. Nous avons commencé à documenter les violences politiques, les violations des droits de l'homme en lien avec la question du changement de la Constitution depuis 2014. Nous avons produit pas mal de rapports, de notes de position pour dénoncer la dérive autoritaire du régime en place. Et le film arrive à un moment très important pour nous. C'est faire vivre toutes ces violations en images, parce que les gens ont suivi les médias qui parfois ont fait de l'économie de l'information. Les gens ont appris qu'il y a eu le référendum au Congo-Brazzaville et que c'était entaché de violence, mais les gens n'ont pas vraiment la portée du degré des violences en lien avec ce changement de la Constitution. Et donc, ce film-là, l'idée de ce film arrive. Pour nous, l'obligation, le devoir de témoignage nous amène, nous, Observatoire congolais des droits de l'homme, de soutenir un tel outil qui, pour nous, est considéré comme un outil d'aide à la décision. La République du Congo est signataire de plusieurs traités qui protègent les droits humains. Oui. La République du Congo est aussi membre de la Cour pénale internationale, et la Cour pénale internationale. Donc la CPI est titre à des obligations sur la question des droits humains. Et donc, ce film, pour nous, est un outil de décision pour alerter les autorités, les interpeller. Il y a eu un référendum qui a été largement contesté, un référendum sanglant, et qu'il est important de rendre justice. Parce que l'impunité n'est jamais une solution durable. Et que ceux qui ont participé de façon directe ou indirecte à ces violences ne doivent plus se permettre d'assurer une répétition de ces violences, parce qu'en face, il y a cette Cour pénale internationale qui peut s'intéresser à la situation au Congo. Donc, tout à fait. Dénonçons les autorités afin de renoncer à la voie de la violence, mais de privilégier les libertés fondamentales. Tout à fait. Ces mêmes libertés fondamentales qui sont contenues dans la Constitution, hein, il faut le rappeler, qui sont défendues. Exactement. La Constitution congolaise a tout un chapitre consacré aux droits, devoirs des citoyens. Et donc, ce film, pour l'Observatoire congolais des droits de l'homme, c'est un film qui doit être utilisé pour amener les décideurs congolais à arrêter le tir. Aujourd'hui, ils doivent comprendre qu'avec l'évolution de la science, ils ne peuvent plus se permettre quoi que ce soit sur des citoyens innocents. Et, ceux qui ont commis des violations, même si aujourd'hui le régime perdure, mais dans l'histoire des régimes à travers le monde, aucun régime ne demeurait éternel. Et donc, les auteurs de ces violences, si aujourd'hui les autorités congolaises à qui les Congolais ont fait confiance, les Congolais ont tout donné et s'attendent à ce que leurs problèmes soient résolus. Si ces autorités-là optent pour l'impunité, mais ce film-là, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, ce sont des crimes imprescriptibles. Donc,
l'attention des autorités congolaises pour dire on ne peut plus se permettre ces genres de situations où, quand le peuple s'exprime, la solution, c'est la répression. Les autorités congolaises ont le devoir de rendre justice parce que ce sont des citoyens congolais qui ont perdu la vie. Ce sont des citoyens congolais qui ont subi ces violences et ils attendent qu'il y ait réparation. Donc, si la réparation n'intervient pas aujourd'hui, elle interviendra plus tard. Mais le fait que nos dirigeants vont se rendre compte que, effectivement, tout ce qui a été commis pendant cette période est connu, est su de tous, ça met quand même des freins. C'est de dire que finalement, c'est connu, s'il y a une répétition, la crainte, c'est qu'un jour, on se retrouve derrière les barreaux. Que ce qui a été commis est très grave, et donc si on perdure dans cette logique de répression brutale et aveugle, ça peut nous rattraper plus tard. Donc, nous continuerons à utiliser le film. Le réalisateur a parlé de ça parce qu'au départ, l'objectif, c'était vraiment de vulgariser le film à travers le monde et que les partenaires qui accompagnent le gouvernement congolais comprennent qu'il y a un sérieux problème de jouissance des droits au Congo et qu'il est inadmissible d'accompagner un gouvernement qui réprime dans le sang sa population. Les partenaires-là doivent comprendre, doivent conditionner leur soutien au gouvernement congolais. Et que ce soutien doit nécessairement intégrer l'approche basée par les droits. Donc, l'État congolais doit assumer, doit accepter, doit faire évoluer sa législation et ses pratiques pour garantir aux citoyens congolais la jouissance de leurs droits. Donc, mais avec nous étions à la recherche des moyens. La COVID-19 est intervenue et il fallait modifier le format. Donc, nous sommes convenus à un format réduit en ligne. Voilà. Et donc, pour être bref, nous continuerons à utiliser le film parce que pour nous, c'est un outil d'aide à la décision. Très bien. Donc, c'est un outil pour faire pression pour que justice soit rendue parce que ces crimes ne doivent pas rester impunis. Donc, c'est ça, c'est vraiment tout le travail qui est mené par les journalistes, par l'organisation de la société civile, enfin, toutes ces personnes-là, en fait, de terrain qui recueillent des informations, des témoignages, qui doivent faire remonter effectivement les faits tels qu'ils sont et de manière à ce qu'on puisse justement arriver à déboucher sur de la justice. Éviter les impunités, éviter justement les impunités pour enrayer le cycle de la violence, puisque c'est ça, hein, finalement, quand on n'arrive pas à parvenir à une situation de justice, c'est le cycle de la violence qui reprend de plus belle et de plus belle encore. Donc, un petit mot pour finir ce tour d'horizon. Comment est-ce que vous, juste pour finir là-dessus, hein, bien entendu, comment est-ce que vous ressentez les événements de 2021 qui arrivent? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? En quelques mots, en 2 mots, Trésor, rapidement. Alors, 2021, c'est la grande inconnue. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais les choses sont au rouge. Nous craignons qu'il y ait une répétition des violences à la 2016. Vous savez très bien que l'élection présidentielle de 2016 a été émaillée de graves violations des droits humains et nous sommes dans un contexte de confiscation des libertés. Tous les signaux de répétition de la violence sont devant nous. Et il est important d'interpeller les autorités congolaises afin de prendre toutes les dispositions nécessaires de nature à calmer la tension, de nature à rechercher des voies pacifiques pour résoudre tous les problèmes qui
qui sont en présence aujourd'hui et qui sont de nature à créer encore de la violence demain. Ok, très bien. Donc là, les voyants sont au rouge. Alors, Onel, peut-être en 2 mots, très rapidement, pour finir là-dessus, peut-être nous dire effectivement comment est-ce que tu ressens les choses, qu'est-ce que tu espères en fait pour l'année prochaine par rapport à ces élections qui arrivent. Ton micro, si jamais tu veux t'exprimer, bien sûr. Hein. Je pense que tous les voyants sont au rouge, comme l'a su le signifier monsieur, le directeur de l'OCDH. Et ce que je souhaite, moi, personnellement, c'est qu'on ait une élection qui sera un peu plus crédible, surtout, où pendant laquelle les jeunes pourront, je dirais que toutes les parties pourront s'exprimer librement sans qu'il y ait des violences. Cependant, visiblement, ce n'est pas le cas. Déjà, il y a eu plusieurs arrestations des militants, des activistes, des activistes. Et donc, il faut vraiment faire un grand travail pour faire pression sur ceux qui ont l'habitude d'organiser des violences. Sinon, personnellement, je pense que le scénario de 2016 risque de se reproduire. D'accord, parfait. Très bien. Donc, nous voilà arrivés au terme de je pense, la première partie. Donc, je ne sais pas à qui je rends l'antenne, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Bon, on n'est pas à la télé, mais je ne sais pas qui reprend l'antenne. Mais dans tous les cas, merci de vos éclaircissements, de vos réponses. Et je pense que là, normalement, on doit lancer un extrait du film. Et le 17 octobre, à la place de la République, à Lumumba, le rond-point de Lumumba, le meeting était prévu à 14h, mais déjà à 10h, il y avait du monde. C'était noir du monde. Ça fait là maintenant les personnes coupées. On ne peut pas vous pousser encore comme les personnes comme moi hier, comme moi comme tiens. Il est déjà sorti. Je me suis dit, bon, avec cette foule, être en bas, c'est pas évident d'avoir les bonnes images avec les bousculades, ainsi de suite. Je me suis dit, je prends les hauteurs, et quelque part, il y a un petit bâtiment là, à 2 niveaux. Je suis monté sur ce bâtiment pour avoir les vues panoramiques. Et c'est là, finalement, quelques temps seulement après que j'arrive dessus, commence à crépiter les arbres. J'ai braqué la caméra, j'ai vu la fumée qui montait, il y avait un feu. J'appelle un ami, puisque j'avais des collaborateurs qui travaillaient avec moi, qui étaient dans cette zone. C'est là qu'il me dit non,
il y a un couple de policiers qui est arrivé, mais qui a tiré sur la foule. Ok. Alors là, on va passer après cet extrait donc aux questions-réponses et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ont été recensées. Donc on va faire le maximum pour prendre toutes les questions. Onel et Trésor, donc tenez-vous prêts puisqu'il y a vraiment beaucoup de questions quand même. Alors je vais essayer de les lire au fur et à mesure ou alors essayer de les regrouper aussi entre elles parce qu'il y a beaucoup de questions autour du film. Alors, on a un intervenant qui se présente, donc qui s'appelle Saké, je pense, Mathieu, désolé si je prononce mal, du Burundi. Donc, il est président fondateur d'une organisation pour la promotion et la protection des droits humains. C'est quand même important, effectivement, de rappeler ça. Et il remercie pour l'activité courageuse, donc je suppose, par rapport au film. Donc, sa question est de savoir si les personnes qui interviennent dans le film, en tant qu'acteurs et actrices ou témoins, ne sont pas exposés aux représailles du gouvernement. Et la question qu'il pose, c'est de savoir quelles sont les mesures de protection qui sont mises en place pour ces personnes-là, en fait, pour éviter qu'on porte atteinte à leur vie. C'est une très bonne question parce que je me suis posé la même question, puisque vraiment les visages sont à découvert. Et donc, voilà. Donc, Onel, peut-être, est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu sais, enfin, ces personnes-là, est-ce qu'elles ne s'exposent pas? Est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce qu'il y a des mesures? Si tu peux apporter un élément de réponse par rapport à ça. Ton micro. Merci. Nous avons reçu les autorisations d'utilisation de leurs images, en tout cas pour ce qui est des gens interviewés dès la phase de production du film. Et, donc, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience à ce niveau-là. Les gens aussi sont fatigués de ne pas dire les choses. Vous voyez dans les images, dans l'extrait qui vient d'être diffusé, on a une grande partie des gens qui manifestent sont des jeunes. Et je pense qu'il y a une certaine prise de conscience à ce niveau-là. Les gens le font parce qu'ils doivent parler aussi. Et pour ce qui est vous avez dit la seconde partie de votre question, c'était quoi, s'il vous plaît? La seconde partie, c'est est-ce qu'il y a des mesures, en fait, des dispositions de protection pour éviter qu'il y ait des atteintes à leur vie? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont mises en place pour ces personnes-là? Je pense que c'est ça la deuxième partie de la question ou la question. Non, à ce niveau-là, on n'a pas pris de disposition. Sinon, pour les droits d'utilisation de leurs images, on les a. D'accord. Et d'ailleurs, c'est aussi des images qui ont été diffusées par plusieurs médias. La différence du documentaire, c'est qu'il y a un point de vue d'auteur, peut-être, sinon que il y a une certaine volonté de ces gens-là de dire des choses aussi ouvertement. D'accord. Ok, très bien. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Donc, au niveau des dispositions, il n'y en a pas particulièrement. En tout cas, tu n'en as pas connaissance. Mais en tout cas, il y a une possibilité, il y a eu une acceptation de la diffusion des images. Ok. Alors, une autre question qui a été posée, c'est de savoir, y a-t-il une série de projections prévues au Congo? Onel. Je crois que c'est une question elle est pour Trésor, cette question-là. Ou alors Trésor, oui. Oui. Trésor, ouais. Ok. Je vais très rapidement compléter la réponse d'Onel concernant la première question sur les aspects sécuritaires, vu que les témoins s'y sont affichés. Un des intérêts pour nous à soutenir ce film, c'est aussi pour être aux côtés de ces témoins si jamais ils faisaient l'objet de représailles. D'accord. Parce que nous sommes en mesure, en capacité de prendre des avocats et de se mobiliser nous-mêmes pour essayer de les accompagner si jamais
ils sont inquiétés. D'accord. Alors, autre aspect, Onel peut se rappeler, le film a aussi pris un peu du temps parce que si la diffusion était intervenue une année après les événements, il serait facile pour les autorités d'identifier qui vit où, etc. Donc, 2 ans passés, 3 ans passés, ça va demander un travail, une logistique, un travail très complexe pour essayer d'identifier qui vit où, etc. Donc, ce temps passé, il y a eu des changements, certains ont voyagé, Oui. ont changé de domicile, tout ça. Ça ne sera pas aussi facile de pouvoir mettre la main Les sur eux. identifier. Mais si jamais cela pourrait y arriver, notre présence dans ce documentaire, le soutien que nous apportons à cet outil, c'est aussi de dire à ces témoins, à ces personnes qui ont pris le courage de témoigner, que si jamais vous êtes inquiétés, nos portes sont ouvertes pour vous accompagner. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il est prévu de projection au Congo-Brazzaville? Dans la planification faite, effectivement, il est prévu une diffusion de l'intégralité du film au Congo, mais nous étudierons les moments idéaux pour le faire. Ce n'est pas exclu, mais c'est prévu. D'accord, c'est prévu, c'est pas exclu. Ok, parfait. J'espère que ça a répondu à la question. Alors, il y a une autre question qui porte sur la construction de lobbies autour d'acteurs de pays d'Afrique centrale pour un plaidoyer international. Donc, comment est-ce qu'on peut construire ce lobby, en fait, finalement, pour pouvoir déboucher sur un plaidoyer international autour de toutes ces questions? C'est une interrogation qui est posée. Donc, je ne sais pas si Onel ou Trésor, qui veut répondre à ça? Tu peux revenir sur la question? Donc, la question, c'est de savoir comment construire un lobby autour d'acteurs d'Afrique centrale pour générer un plaidoyer international autour des questions qu'on est en train d'évoquer actuellement. Comment construire un groupe de personnes qui pourraient vraiment porter la voix justement à l'international de ces questions difficiles que connaissent les pays d'Afrique centrale. Puisqu'on est sur l'image, l'image touche plus que des mots. Donc, si on est sur l'image, comment est-ce qu'on peut faire pour constituer ce lobby? Oui, comme on le dit, un gramme de preuve vaut mieux qu'une tonne de théorie. Donc, le film est très parlant et nous fait aussi un rappel sur la situation dans la sous-région. La centrale est marquée par des violences politiques, la confiscation des libertés. Et ce film, en réalité, a vocation aussi à créer à impulser une dynamique au niveau de la sous-région. Le Gabon a connu la même situation, le Cameroun a connu la même situation, la RDC a connu la même situation, le Tchad. Et donc, c'est pour impulser cette dynamique qui a commencé déjà à se construire. Les défenseurs des droits humains au niveau de l'Afrique centrale sont en train on commençait déjà à initier des discussions autour de ça, comment coaliser nos efforts pour un plaidoyer constructif, sous-régional au niveau des institutions internationales, parce que dans nos propres pays, la justice est à terre, la justice est instrumentalisée. Oui. Mais si on peut prendre le dossier du Congo
le dossier du Gabon, le dossier du Cameroun, ensemble faire un plaidoyer à l'international, on gagnerait en crédibilité et on peut espérer avoir un impact plus positif que de faire un combat individuel par pays. Donc, cette discussion a été déjà amorcée. Je suis très, très flatté de constater que nous avons nos amis du Burundi qui sont là, qui nous écoutent. Nous ne manquerons pas de prendre attache avec eux parce que le Burundi a connu les mêmes violences que nous. Et on poursuivre, approfondir nos discussions et avoir un schéma plus cohérent pour aller de l'avant. D'accord. Voilà. Ok, donc la réponse va dans le sens d'une action concertée, hein, plutôt que d'agir de façon individuelle dans son coin, tout regrouper et agir ensemble finalement au niveau de la sous-région pour faire porter beaucoup plus haut le plaidoyer autour justement de ces questions liées aux élections présidentielles et autres, hein, puisque effectivement les événements de violence ne sont pas liés qu'à des périodes électorales, même si elles sont beaucoup plus élevées durant ces périodes-là, mais il faut savoir aussi qu'on a des pics de violence qui peuvent effectivement être indépendantes de ces questions électorales. Onel, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou on peut passer à la prochaine question? On peut passer à la prochaine. Parfait. Donc justement, il y a une question qui porte sur le fait de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer que les événements au Congo, ça c'est une très bonne question, ne sont pas relayés alors que dans le même temps, on a des violences politiques en RDC, au Burundi, ailleurs, et c'est documenté. Pourquoi est-ce que le Congo-Brazza ne suscite pas d'intérêt, on va dire, hein, de la part entre guillemets de la communauté internationale ou des acteurs internationaux? Mais dans tous les cas, comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce n'est pas référencé? Bon, alors, Onel, vas-y. Non, vas-y, comment je pourrais ajouter après? Vas-y. Ah, ok. Il faut dire que au niveau international, lorsqu'on parle du Congo, on voit beaucoup plus la République démocratique du Congo. Donc, nous sommes un peu dilués, comme on dit, le petit Congo et le grand Congo. Et les autorités congolaises investissent aussi beaucoup dans pour améliorer l'image du pays à l'extérieur. Suffisamment de moyens. Et du coup, le Congo-Brazzaville n'est pas visible à l'extérieur, alors qu'il y a des situations horribles qui se passent. La situation des droits humains est inacceptable. Les organisations qui essaient de donner un large écho à la situation au pays ont très peu de moyens. Mais les autorités ont suffisamment de moyens pour vendre une image très positive du pays. Donc, ils mettent le paquet, et ce qui fait que c'est très difficile que la situation du Congo-Brazzaville soit à la une. Donc, toutes les fois que la situation du Congo a été à la une des grands médias, c'est le travail de la société civile. Les sont très peu et voilà quoi. Donc, nous avons en face des autorités qui mettent suffisamment de moyens pour essayer d'envoyer une image positive du pays. On est un peu dans une situation de duplicité. On trompe la communauté internationale, on trompe les partenaires, on envoie une image très positive. Et vous vous souvenez que le Congo a même caché récemment sa dette auprès du Fonds monétaire international. Il a fallu un travail minutieux du Fonds monétaire international pour s'assurer que le gouvernement congolais avait caché une partie de sa dette. Vous voyez dans quel contexte nous sommes. Donc, ils ont suffisamment de moyens à le faire, et nous essayons donc de donner une voix indépendante pour montrer quelle est la réalité au pays, mais avec les moyens très limités. Je vais quand même ajouter quelques précisions au sujet par rapport à cette question. Vous savez, pour avoir travaillé pour plusieurs chaînes de télévision africaines,
j'ai constaté vraiment que les autorités congolaises investissent dans beaucoup de médias, effectivement, au niveau de l'Afrique, mais aussi à l'international pour essayer d'occulter toutes ces choses-là qui se passent sur place. Et en 2015, par exemple, et 2016, en essayant d'étouffer le travail des LISMIP, en imposant l'exil à Christian Plérin, ils ont installé un climat de peur à certains de leurs collègues sur place. Beaucoup des gens sont restés silencieux. Et ils ont fait venir des journalistes étrangers qui ont fait des reportages, qui ont fait le travail, qui ont publié des reportages qui ont été écrits par la presse présidentielle. Moi, j'ai suivi un portrait du président de la République pendant cette période-là, qui a été écrit par le ministre de la Communication, M. Thierry Mongala et M. Ondele. Bon, je ne sais pas si c'était l'endroit idéal pour parler de ces choses-là, mais donc, il y a vraiment, au niveau du PCT, il y a vraiment un travail, un grand travail qui se fait pour se donner une très bonne image au niveau international. Et ça, c'est depuis des années, hein, depuis des années. Même au niveau, même à Brazzaville, les 4 chaînes ou les 5 chaînes de télévision existantes appartiennent toutes aux proches du président de la République. Donc, on sait très bien qu'il y a une volonté d'étouffer la population, il y a une volonté de protéger, ou en tout cas de contrôler l'image du pays. D'accord, très bien. C'est un peu, je pense que c'est aussi un peu la même chose dans d'autres pays, hein, effectivement, hein, d'où l'importance de, je pense, regrouper les actions, parce que c'est à peu près la même chose au Gabon, même si c'est pas l'objet de ce soir, et pas seulement qu'au Gabon, hein, bien entendu. On a d'autres questions, donc sur concrètement, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait? Quels sont les moyens qui peuvent être mobilisés pour faire en sorte justement que l'élection se déroule au mieux l'année prochaine? On sait très bien qu'il y a souvent des équipes qui sont dépêchées sur place, des observateurs internationaux hein, qui sont dépêchés sur place, qui visiblement n'arrivent pas à faire leur travail correctement puisqu'on se retrouve toujours dans le même imbroglio. Mais ce que je voulais savoir, c'est, enfin, du moins ce que l'un des participants demande, c'est concrètement qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'élection se déroule au mieux, pour que ce soit différent de ce qui s'est passé avant. En sachant très bien que vous avez rappelé que quand même le pouvoir en place a tous les moyens nécessaires pour faire barrage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait monopoliser de plus? Qu'est-ce qui pourrait être fait de plus, en fait, finalement? Et concrètement? Alors, la question, elle est parfois très politique. Mais aussi compréhensible. Tout est mal, je peux dire que le processus est mal parti. Au jour d'aujourd'hui, le calendrier électoral n'est jamais publié. Donc, nous sommes à 2 ou 3 mois de l'élection présidentielle. On ne connaît pas encore. Si vous allez sur le journal officiel, vous allez sur le site du gouvernement, vous ne verrez pas un calendrier électoral publié. Donc, c'est à août que nous sommes en train de découvrir que très bientôt, c'est cette semaine qu'on a mis en place des commissions de révision de listes. Donc, tout est mal parti. Et, la contestation, elle est déjà là, mais on l'état l'attend. La contestation ne vient pas après la publication des résultats, mais c'est un climat de manque de confiance, un climat d'opacité, et c'est ça qui crée la contestation. Il y a 2 éléments essentiels dans ce processus électoral, c'est la loi électorale et c'est la question du fichier électoral. Or, il y a eu un passage en force, donc une loi électorale qui n'a pas fait l'unanimité entre les partis. Donc, on peut déjà dire que le socle de la confiance a été sapé.
si on revient à la question du fichier électoral, le parti au pouvoir a déjà une position, c'est de toiletter le fichier électoral existant, tout en sachant que ce fichier a été critiqué il y a 14 ans, il y a 7 ans, y compris par des organismes comme l'Union européenne dans le passé. Et donc, Oui. ces deux outils qui étaient censés créer un socle de confiance entre les protagonistes, n'a pas été en mesure de créer cette confiance-là. Oui. Il y a une méfiance entre les acteurs et il faut... Seul un dialogue entre les partis pour aplanir leurs différends Oui. peut anticiper ou peut nous faire éviter les risques de contestation, etc. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que le pouvoir en place a une très forte capacité de corruption. Donc, Oui. l'argent du contribuable congolais, ce pouvoir se sert de l'argent du contribuable congolais pour acheter les adversaires politiques, pour acheter les leaders politiques, et si bien que on peut prédire un scénario de répétition des violences, mais avec la capacité de ce pouvoir à corrompre les acteurs politiques, les adversaires du fait de l'argent du contribuable congolais, on peut assister, ça peut être comme une boîte à la lettre, à la poste, et qu'il n'y aurait pas de contestation de nature à mettre le pays en difficulté. Donc le dialogue est nécessaire. Je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur, très récemment, a disqualifié plusieurs partis politiques, y compris des partis qu'on peut dire des poids lourds de l'opposition, sous prétexte que ces partis ne seraient pas en conformité avec la loi. Donc, ces partis sont déjà interdits à la compétition de 2021. Oui. Ils n'entendent pas faire la volonté du ministre de l'Intérieur parce que pour eux, le ministre de l'Intérieur n'a pas qualité à disqualifier les partis politiques. Encore, s'il faut disqualifier, il faut que ce soit sur des bases transparentes. Mais visiblement, on est dans une situation l'arbitraire qui est en face de nous. Donc, ils ne vont pas se laisser faire. À quoi on va assister? C'est qu'on va assister à une opposition à la loi, et il faut craindre qu'il y ait encore une campagne d'arrestation, etc. Oui. Et nous avons une élection dans un contexte où le gouvernement a interdit les rassemblements sous prétexte de Covid, etc. Oui. Et donc, c'est très compliqué. La Covid devient un prétexte pour réduire les libertés, pour réduire la capacité d'action des adversaires. Paradoxalement, de l'autre côté, le pouvoir en place peut tout se permettre, mais pas les autres. Qu'est-ce qui va se passer? On se pose énormément de questions, on a très peu de réponses. Donc, c'est une question à plusieurs inconnus. Est-ce qu'il y aura vraiment élection le 21 mars comme annoncé officiellement? Est-ce qu'il va y avoir un glissement du calendrier? Donc, toutes les hypothèses sont là. On n'écarte aucune hypothèse, bien qu'officiellement, il est prévu qu'il y ait élection présidentielle le 21 mars. Donc, voilà un peu l'ambiance qui règne actuellement au Congo. Mais il faut qu'il y ait vraiment un dialogue entre les acteurs pour essayer de décrisper les tensions qui montent déjà. Et on a une autre question, donc merci pour la réponse. La question de quelle sorte, enfin c'est vraiment pour toi Trésor, quelle sorte de support vous avez depuis les agences des Nations Unies, donc des Nations Unies je suppose à Brazzaville, donc les agences, oui je n'arrive pas vraiment à lire, donc depuis les agences
nations à Brazzaville ou directement des ambassades sur place? Donc, je ne comprends pas très bien la question. Nos rapports ou, Mais je pense que c'est la question des supports que vous pouvez éventuellement peut-être avoir. Alors, la question quel n'est pas très... soutien on peut avoir? Je ne sais pas si c'est... Oui, sans doute, oui, sans doute. C'est comme ça que je comprends ça. On est dans un Mhm. contexte compliqué, on prend énormément de risques. Est-ce qu'on peut s'attendre à un soutien des C'est ça, ambassades, des organismes des Nations Unies sur place au Congo? exactement. Bon, comme je l'ai rappelé, je crois que c'était pendant la première séquence de notre rencontre. Je disais qu'il n'y a pas une loi qui nous protège, Mhm. donc on est posé à tout. Le fait, il y a quand même certaines chancelleries beaucoup plus occidentales qui ont quand même une capacité d'influence, qui suivent l'actualité au pays, qui suivent Mhm. le travail des acteurs de la société civile et qui peuvent passer des messages à un niveau très élevé pour essayer d'atténuer un peu les risques auxquels on peut être appelé à s'exposer. Dans le passé, je rappelle que on a bénéficié pas mal d'actions de ces chancelleries dans le cadre de notre travail, à des moments de pression et tout ça. Il y a eu des messages qu'ils ont envoyés à des autorités à un niveau plus élevé et ça permet d'étouffer un peu tous les élans négatifs, toutes les initiatives machiavéliques à l'encontre des défenseurs de l'homme, mais ce n'est pas une protection totale. Et ça a démontré son efficacité, mais c'est vraiment très limité parce que quand une dictature est appelée à aller à l'offensive, vous êtes déjà pris, bon, le temps que les voix se lèvent, l'irréparable peut arriver, vous pouvez être déjà en difficulté, mais leur présence joue quand même, et il faut le reconnaître parce qu'on a connu quand même des moments dans le passé, dans un passé lointain, un passé récent. Ils ont quand même été utiles pour envoyer des messages clairs aux autorités pour ne pas qu'on soit vraiment mis en difficulté. D'accord, très bien. Ok, alors pour des raisons de temps, on va poser une dernière question qui me paraît permettre de boucler la boucle, comme on dit. Donc, c'est une question qui est pertinente, en plus, je trouve, et j'aurais besoin justement de vos deux réponses très rapidement. Donc, c'est la question de savoir finalement quels sont les points faibles du régime en place aujourd'hui. Donc, je suppose par rapport à avant ou dans le contexte de maintenant. Et surtout, que craint-il en fait? Que craint le régime en place concrètement? Donc, qui veut commencer à répondre? Si je pense qu'on a peut-être déjà fait le tour, mais juste pour résumer un peu tout ce qui a déjà été dit, quels sont les points faibles du régime et surtout, que craint le régime en place actuellement? Moi, je vais commencer par le point faible. Je crois que ce qui a toujours fait la force de M. Sassou, c'était la corruption, son pouvoir assis sur le fait qu'il donne de l'argent à ses opposants, qu'il en distribue à ses amis de l'étranger comme il veut plutôt. Et donc, maintenant que le pays est frappé par une crise économique, je pense que ça représente une vraie faiblesse. La vraie faiblesse, c'est qu'ils n'ont plus l'argent à distribuer à tout le monde. Et ça les fragilise. La Ok. deuxième partie de la question, c'est? La deuxième question, c'est que craint-il? Que craint le pouvoir en place? Bon, personnellement, je pense que le pouvoir de M. Sassou craint plus un soulèvement populaire.
une vraie une réaction qui vient de la jeunesse, des vraies contestations. Ça fait peur que le vote, ou je ne sais pas, parce que tout est fait pour qu'il soit élu. Les résultats Oui. l'élection est organisée par le ministre de l'Intérieur. La commission électorale n'a d'indépendante que son nom, en fait. Et donc, il faut vraiment, moi personnellement, je pense que ce qui lui fait plus peur, c'est un soulèvement populaire. D'accord. Ok. Trésor? Nous sommes dans un contexte où le social du Congolais s'est détérioré davantage. Le Congolais a faim, le Congolais n'a pas d'emploi, n'a pas d'opportunité, le Congolais ne se soigne pas convenablement, il n'a pas de moyens d'accéder aux soins de santé, le Congolais n'a pas l'eau, le Congolais n'a pas d'électricité. Bref, le Congolais est dans une situation dans laquelle il est en fait désabusé, quoi. Nous avons tout donné à nos autorités et en retour, ils nous ont tout volé, y compris même les droits élémentaires. Et donc, il y a pas mal de foyers de contestation dans le pays. Les retraités cumulent certains 2 ans, 3 ans, 1 année et demie sans pension. Ils sont dans une situation très difficile. Il y a le chômage qui bat son plein, les boursiers, les étudiants qui bénéficient de la bourse sont en souffrance. Et de l'autre côté, vous avez les attributs même de l'État qui s'effritent. Oui. L'État, en réalité, n'existe plus, mais c'est un régime qui est là pour conserver le pouvoir. Et donc, il suffit d'un rien pour que la contestation prenne corps. Il suffit de rien pour que la rue soit occupée. Et donc, tout ce que le pouvoir en place est en train de faire, c'est d'éviter à ce que les Congolais crient à ras-le-bol. Donc, par tous les moyens, il faut assurer le salaire des fonctionnaires parce que c'est un corps compact. Dans le secteur privé ou parapublic, ils arrivent à étouffer parce que ce n'est pas des corps compacts. Donc, vous pouvez faire votre grève à gauche, et on vous envoie la police pour vous mater. Vous pouvez initier des grèves, c'est des services de renseignement qui vous interpellent, donc qui étouffent l'œuf. Mais si jamais le pouvoir, vu qu'il y a une crise financière qui est due à la chute du prix du baril de pétrole, mais aussi de la mauvaise gouvernance, la corruption, etc. Et si le pouvoir arrive à un état de cessation de paiement, on n'arrive plus à payer ses fonctionnaires qui constituent un corps compact, ce pouvoir va être en difficulté et le risque que la grogne sociale remporte. Donc, ils sont obligés de tout faire pour essayer d'étouffer cette contestation. Et les leaders politiques ou les acteurs de la société civile qui peuvent mobiliser les citoyens pour revendiquer leurs droits, donc les différentes couches sociales, il faut étouffer leur capacité de le faire parce qu'on ne sait pas d'où viendra l'intécelle qui va finalement raser le pays. Donc, mais nous sommes dans un contexte où la contestation, il suffit de rien pour que la contestation prenne corps parce que le Congolais, on a ras-le-bol. Oui. La répression qui est le mode opératoire, et les Congolais se résignent, ils sont dans une situation de fatalité et ce fatalisme fait à ce qu'aujourd'hui qu'il y ait
des réserves, mais jusqu'à quand va durer cette situation de réserve, on ne sait pas. Ce n'est pas forcément en lien avec l'élection, ça peut intervenir même après l'élection parce que l'élection présidentielle ne va pas résoudre les problèmes des Congolais. Bien au contraire, ça va encore attiser le sentiment d'indignation parce que si on n'a pas pu résoudre les problèmes des Congolais en 30 ans de règne, ce n'est pas en 5 ans de mandature qu'on va résoudre les problèmes de Congolais. Donc, tout à fait. Donc on est vraiment dans une situation sensible, hein. C'est exactement ça. Très, très sensible. Ok, parfait. Ben, je pense qu'on est arrivé au terme du débat, en tout cas des échanges. Donc nous allons, alors je pense, Trésor, tu dois lancer la campagne. Donc il y a une campagne qui va débuter l'année prochaine. Peut-être que tu peux nous en dire vraiment un mot en quelques minutes. Oui, la campagne sera officiellement lancée le 5 janvier prochain. Donc, en quoi elle va consister cette campagne? Alors, nous avons, dans le cadre de ce film, il y a plusieurs thématiques qui vont être animées et dans le but, bien entendu, de faire du plaidoyer auprès des partenaires du gouvernement congolais pour attirer leur attention sur la situation au Congo. On approche d'une période très délicate d'élection présidentielle avec tous les risques que cela comporte. Donc, il est important que la République du Congo intègre l'agenda des organismes comme les Nations Unies, l'Union européenne, etc., pour braquer les projecteurs sur le Congo, interpeller les autorités congolaises pour prendre des précautions, des mesures nécessaires pour anticiper toutes les situations malencontreuses. Donc voilà. Ok, donc une campagne de sensibilisation en guise de prévention des violences. Exactement. Très bien. Parfait. Donc, je vais donc vous remercier effectivement pour les réponses apportées, pour la transparence, pour le courage aussi, parce que bon, c'est pas évident d'aborder ces questions-là. Puis, comme vous l'avez rappelé, vous travaillez quand même dans un contexte très tendu, très compliqué. Mais étant donné qu'on se bat pour nos enfants, pour nos frères et sœurs, pour nos familles respectives, on se donne corps et âme pour justement parvenir à des résultats probants. Et vous aurez l'occasion de recevoir, et là je m'adresse effectivement à toutes les personnes qui ont participé à cette webconférence, vous aurez l'occasion de recevoir un calendrier vous permettant de suivre justement toute cette campagne de sensibilisation autour de laquelle on va vraiment, pour laquelle on travaillera, autour de différentes thématiques, pour suivre de près ce qui va se passer au Congo l'année prochaine, en espérant vraiment qu'on ne glisse pas dans de la violence, parce que ça, effectivement, c'est ce qu'on souhaite, je pense, tous ici. Éviter la violence, éviter des bains de sang, éviter des deuils qui, en plus de ça, n'ont pas de réponse pour les parents qui sont concernés, pour les jeunes aussi qui sont concernés. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas à qui je dois remettre la parole, peut-être Tim, Charlène, oui, pour conclure. Merci beaucoup. Je voudrais remercier vivement. Nous serions dans une salle, nous exploserions avec des applaudissements très forts pour remercier toi, Charlène, pour ton animation de la soirée. Je dis soirée pour nous qui sommes en France, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et merci beaucoup à Trésor et à Onel pour votre participation. Nous sommes vraiment solidaires avec vous, avec cette lutte. Merci Trésor pour l'annonce de la campagne qui va avoir lieu en tout début d'année prochaine, donc pour les droits humains au Congo. Nous allons lancer la campagne, comme vous voyez sur votre écran, le 5 janvier. Donc rendez-vous au 5 janvier pour donner un élan vraiment très enthousiaste
et puissant à cette campagne. Et puis, je salue en dernier toutes les personnes qui se sont connectées en ligne. J'ai suivi, je pense comme vous, le chat. Je reconnais beaucoup de noms des amis qui sont dispatchés dans plusieurs pays différents, notamment des partenaires en Afrique. Donc, merci à vous de vous être connectés. Restons connectés toutes et tous. Restons donc solidaires pour cette lutte dans une année 2021 qui va être importante, non seulement au Congo, mais dans plusieurs autres pays de l'Afrique centrale où il y a des échéances électorales qui sont à l'horizon. Ce sera une année clé et modestement, nous nous engageons de faire tout ce que nous allons pouvoir pour soutenir ceux qui, comme Trésor et Onel, se battent pour le respect de la démocratie, la paix et les droits fondamentaux. Et je pense que nous pouvons compter sur votre participation, votre engagement à nos côtés pour essayer de porter haut et fort ce message aux décideurs et aussi aux populations que si nous agissons ensemble, il y a la possibilité de défendre les droits humains de toutes et de tous. Merci encore pour votre participation et bien vous et bonne fête et à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir les amis. Au revoir. Portez-vous bien.